un jour avant les élections, l'armée a débarqué, comment dirais-je, à Sonfonia pour passer toute la nuit à tirer et à faire peur aux gens. Donc ces gens ne sont même pas sortis. Et beaucoup d'autres personnes aussi ne sont pas sorties parce qu'ils savaient de toute façon que vous votiez ou que vous ne votiez pas. Le gagnant était connu d'avance, c'était Mamadi Doumbouya. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième, c'est que quand vous excluez près de 95% de la population, parce que l'UFDG, le RPG et le parti de Sidi a réuni, ça fait autour de 95-96%. Si vous excluez tous ces partis d'une élection, qui reste, en tout cas, quel parti reste pour voter? Les seuls candidats qui se sont présentés sont ces candidats qui ont été, comme ce qui s'est passé en Guinée en 2003 avec Lansana Conté. Donc on finance un opposant fictif voilà, qui se fait passer pour un démocrate pour mettre un semblant de crédibilité aux élections. Voilà la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Cap sur la Guinée, tout de suite. Guinée-Conakry, une présidentielle remportée le 28 décembre dernier par le général Mamadi Doumbouya, désormais ex-putschiste, grâce à l'onction des urnes. Une présidentielle remportée avec un score massif, de 87% des voix. Une présidentielle sans réelle compétition, puisque les grandes formations du pays en ont été exclues. Karamo Nabé, d'ailleurs votre formation politique, le RPG, a été donc exclu de cette compétition. Deux questions pour commencer. Est-ce que vous-même, personnellement, vous avez voté? Est-ce que vous avez pris part à ce scrutin? Et autre question, quel est votre sentiment général au lendemain de cette présidentielle? Bon, c'est regrettable que la Guinée soit... Première question, est-ce que vous avez voté? Oui, bon, j'arrive à ça tout à l'heure, parce que en fait, ce qui s'est passé en Guinée, sur le plan démocratique, ce n'est pas une élection, c'est une sélection. Ça a commencé déjà depuis le recensement. Moi, je me suis rendu à l'ambassade de France ici pour pouvoir me recenser. Je n'ai pas pu me faire recenser. Donc, je n'ai pas pu voter, comme l'ensemble des opposants politiques guinéens. Si vous aviez été recensé, vous aurez voté quand même si votre parti a été exclu du scrutin? Oui, je me suis déplacé justement pour ça, pour me faire recenser, puisque le vote étant un devoir, donc j'aurais voté certainement un bulletin nul, puisque je savais d'habitude que c'était une sélection. D'accord. Par rapport au sentiment général, je le disais au début, donc c'est tout à fait dommage que la Guinée, après toutes ces années, en tout cas de combat démocratique, soit amenée à un point où le pays recule de près de 2 décennies. Parce que ce qu'on est en train de connaître, ce que la Guinée est en train de vivre aujourd'hui, la Guinée ne l'a vécu sous aucun président, même pas sous la présidence d'Ahmed Sékou Touré. Ah bon? Donc aujourd'hui, les libertés fondamentales sont violées aujourd'hui en Guinée. Ce qui se passe en Guinée ne se passe pratiquement nulle part, en tout cas en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il n'y a pas de médias, il n'y a pratiquement pas de partis politiques, il n'y a pas d'acteurs des droits de l'homme. Donc, toutes les voix dissonantes sont aujourd'hui réduites à néant. Les enlèvements qui se font, même il y a à peine 2 ou 3 jours, il y a une dame, comment dirais-je, de l'UFDG qui s'est fait enlever. Il y a des acteurs... L'UFDG qui est donc l'autre grande partie de la Cellou Dalein. Les journalistes sont exilés. Certains journalistes, en tout cas, si on ne réussit pas à mettre la main sur eux, c'est leur père qui se font enlever. C'est le cas, par exemple, de Babila. Donc, certains acteurs de la société civile, comme Eli Kamano, ce sont ces enfants qui sont enlevés. Donc, aujourd'hui, la Guinée est dans une situation très critique, où on assiste, on ne sait pas vraiment où ce pays-là va. Et pourtant, les Guinéens se sont déplacés pour voter. Certains considèrent même que cette transition a permis à ce pays de marquer quelques avancées. Je ne sais pas lesquelles, vous allez nous le dire. En tout cas, beaucoup de Guinéens considèrent que Mamadi Doumbouya pourrait assurer une sorte, je dirais, de continuité de ce qui a été engagé pendant la transition. Oui, bon, en fait, c'est ce qu'on a fait croire. Tout le monde sait que les résultats qui ont été proclamés sont des résultats qui étaient déjà préétablis. D'ailleurs, la directrice générale des élections a voulu tout proclamer le soir même, comment dirais-je, mais on lui a certainement fait comprendre que c'est quand même très tôt. La vérité... Donc, aucune surprise? Aucune surprise. Tout cela a été prévisible et tout cela a été préparé. Donc,
La vérité, c'est que le taux de participation, en tout cas réel, en Guinée, dans les coins où les gens ont le plus voté, c'est autour de 30%. Ils l'ont fait monter à 84-85%. Voilà, pour se faire plaisir. Ça, à la limite, on s'attendait à ça. Il y a eu plusieurs événements qui ont fait que les gens ne sont même pas sortis. Pas forcément parce qu'ils ne veulent pas de Mamadi Doumbouya. Certains ne sont pas sortis parce que juste à la veille des élections, il y avait un climat de peur. Donc, juste un jour avant les élections, l'armée a débarqué, comment dirais-je, à Sonfonia pour passer toute la nuit à tirer et à faire peur aux gens. Donc, ces gens ne sont même pas sortis. Et beaucoup d'autres personnes aussi ne sont pas sorties parce qu'ils savaient de toute façon que vous votiez ou que vous ne votiez pas. Le gagnant était connu d'avance, c'était Mamadi Doumbouya. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième, c'est que quand vous excluez près de 95% de la population, parce que l'UFDG, le RPG et le parti de Sidi a réuni, ça fait autour de 95-96%. Si vous excluez tous ces partis d'une élection, qui reste, en tout cas, quel parti reste pour voter? Les seuls candidats qui se sont présentés sont ces candidats qui ont été, comme ce qui s'est passé en Guinée en 2003 avec Lansana Conté. Donc on finance un opposant fictif voilà, qui se fait passer pour un démocrate pour mettre un semblant de crédibilité aux élections. Voilà la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Alors, je vais quand même vous citer cette déclaration du général Doumbouya au lendemain de cette présidentielle du 28 décembre dernier. Je le cite. Nous avons démontré au peuple que au monde, pardon, nous avons démontré au monde que la Guinée sait choisir son destin dans la paix et le respect des institutions. J'appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de notre nation, d'ici et de la diaspora, à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. Et quelle réponse les Guinéens peuvent apporter à ce genre d'appel ? Bon, vous savez peut-être que le général Doumbouya est assez jeune pour ne pas savoir que la Guinée a toujours su assumer ses responsabilités. Puisque depuis 1958, avec Sékou Touré, la Guinée est un exemple, en tout cas en matière de souveraineté. Et donc ça ne nous surprend pas. Et c'est quand même assez surprenant de la part de quelqu'un qui ne croit même pas en la démocratie. Parce que souvenez-vous des discours qu'il a tenus quand il était parti à l'ONU. Voilà. Donc aujourd'hui, que ce monsieur nous dise toute la citation que vous avez dite là, cela ne nous étonne pas. Parce que nous, de toute façon, le peuple de Guinée aujourd'hui ne croit absolument pas aux paroles et aux engagements de Doumbouya. Voici quelqu'un dans l'histoire de la Guinée, le politique qui s'est engagé 3 fois devant le peuple pour dire que je ne serai jamais candidat, pas qu'une seule fois. Il a dit aussi que l'harmonie, que la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Et en plus de ça, il a dit qu'il est militaire et que la parole d'un militaire est engagée. Voici quelqu'un qui a fait toutes ces promesses-là et qui, au soir du 5 septembre, disait qu'il allait, comment dirais-je, faire de la justice la boussole de la transition. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui périsse en prison, vous vous demandez si c'est l'injustice ou la justice. Alors, on est passé donc d'une transition militaire à un régime, je dirais, ordinaire aujourd'hui, avec l'onction des élections. Est-ce que les Guinéens n'auraient quand même pas une évaluation de cette transition, un bilan de cette transition, notamment en matière des droits de l'homme, parce qu'il y a eu des disparitions forcées, des enlèvements non élucidés, et jusqu'à présent, évidemment, il y a des personnes disparues dont on ne se connaît pas du tout le sort. Est-ce que les Guinéens sont aujourd'hui en demande, je dirais, de cette évaluation, de ce bilan, avant de passer, je dirais, à autre chose, comme si, pour que justement tout ce qui s'est produit de négatif pendant la transition ne passe pas par pertes et profits? Bon, aujourd'hui, c'est vrai que les Guinéens devraient effectivement faire, en tout cas, une évaluation de ça, mais le problème qui se pose, c'est que la Guinée, vous avez dit tout à l'heure, situation normale. On va mettre ça entre guillemets, parce que jusqu'à présent, la situation de la Guinée n'est pas stable. Il y a beaucoup de velléités en interne, y compris même au niveau de l'armée. Donc, c'est ce qui a fait d'ailleurs que le président Doumbouya n'a pas fait de campagne. Vous avez vu que pendant toute la période de campagne, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il parle peu, d'ailleurs, on entend voilà, assez peu. Voilà, donc l'inquiétude des Guinéens aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte quand même qu'il y ait une situation de stabilité. Après, par rapport au bilan, on ne l'a pas commenté. Amnesty International en a fait, comment dirais-je, les autres organisations, en tout cas des droits de l'homme, ont fait le bilan. La situation aujourd'hui est catastrophique. Il faudrait que les autorités là, en tout cas, s'ils parviennent à stabiliser ce pays, s'inscrivent dans une logique d'apaisement, dans une logique de démocratie et dans une logique de rassemblement pour faire en sorte que les gens se donnent la main, qu'ils essayent de corriger les erreurs, en tout cas, qu'ils ont toujours commises depuis qu'ils sont là, malgré toutes leurs promesses de ne pas répéter les erreurs du passé. On ne sait pas aujourd'hui. Est-ce qu'un régime qui s'est comporté, je dirais, comme un régime autoritaire,
plutôt, je dirais, fermé, je dirais, au débat démocratique pendant cette transition peut se transmuer comme ça après une élection, subitement, en un modèle de démocratie? Non, moi je n'y crois pas du tout et notre parti n'y croit pas. On n'a jamais cru d'ailleurs, en tout cas, à toutes les promesses qu'il a tenues. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'eux, ils savent gouverner que par l'arrogance et par le défi. Malheureusement, c'est ça le problème. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le peuple de Guinée prie simplement pour faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait une situation stable et que la Guinée, en tout cas, retourne dans le concert des nations démocratiques. On parlera dans quelques instants de l'avenir de votre parti, du RPG, mais avant cela, on va faire un tour de table pour connaître vos sentiments les uns les autres à propos de cette élection présidentielle, de ce passage d'un régime post-putsch, je dirais, d'un régime de transition militaire à un régime aujourd'hui, disons, régularisé, si je puis dire, par les urnes. Alfred. Il y a 2 ou 3 choses qu'on peut dire. La première, c'est que Mamadi Doumbouya avait dit qu'il y aurait une transition de 4 ans et puis il y aura des élections après. Ça, la promesse a été tenue. Oui, 2 ans. 2 ans, et puis, bon voilà, la promesse a été tenue. La deuxième chose, c'est qu'il y avait eu une certaine indulgence de la communauté internationale, communauté africaine, envers Mamadi Doumbouya, se disant c'était un putsch nécessaire pour éviter justement la prolongation indéfinie, 3e mandat, 4e de Alpha Condé. Bien. Et que donc il y avait cette forme d'indulgence qui a fait que même les observateurs qui ont observé les élections, personne n'a levé son petit doigt pour dire qu'il y avait fraude, qu'il y avait triche ou des choses comme ça. Vous me direz, ça c'est naturel avec les observateurs de l'Union africaine ou autres qui vont observer les élections. Ils trouvent toujours que ça se passe très bien. Pas toujours, soyez plus indulgents quand même. Pas toujours. Enfin, je constate cette faillite-là. Vous avez dit toujours le mot. Mais oui, absolument. Hein. Les observateurs trouvent toujours que ça se passe bien. Même quand Kagame se fait élire avec 99%, on trouve que c'est normal. Et le 3e point, c'est que malgré la suspension... S'il n'y a pas d'adversaire, ça peut être tout à fait normal. N'est-ce pas? Arithmétiquement. Et justement, c'est le 3e point, c'est ça la différence avec le Rwanda, c'est que malgré la neutralisation de l'opposition, etc., Mamadi Doumbouya a été élu avec 87%. Oui. Donc, ce n'est pas un score à la soviétique. Vous voyez, il y a comme ça des consolations. Hein, et donc, le 4e point, c'est que je ne comprends pas Mamadi Doumbouya ni les Guinéens en général. C'est vrai, on a neutralisé l'opposition. Mais qu'est-ce qui est autour de Mamadi Doumbouya? Qui sont les personnes qui ont constitué son état-major, etc., pour l'amener justement où il est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils feront demain? L'appel de Mamadi Doumbouya à l'unité, à la réconciliation, à la concorde, va justement au-delà de ce petit cercle qu'il a poussé. Peut-être qu'il a compris qu'il faut effectivement, comme Nabé le souhaitait. Donc vous y croyez-vous? Nabé souhaitait, hein, à la fin de son propos, que tous les Guinéens se retrouvent. Vous voulez dire que Nabé a sa réponse déjà? Écoute, il est assez pragmatique, hein, assez réaliste pour comprendre que, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est Mamadi Doumbouya qui est là et qu'on ne peut pas lui laisser la Guinée à lui tout seul et que toutes les bonnes volontés guinéennes sont les bienvenues. Le dernier point, c'est que pourquoi, par exemple, on n'a pas entendu s'élever une quelconque voix de contestation internationale, etc. Parce que la Guinée est dans un tournant économique extraordinaire avec Simandou. Et ce point de vue économique-là est important. D'ailleurs, on a entendu même Trump dire, bon ben voilà, maintenant on va faire des affaires avec la Guinée. Pour contrer la Chine, évidemment. On va faire des affaires avec la Guinée, etc. Et c'est ça qui m'étonne, au fond, qui me dit, mais cette indulgence-là, jusque quand? Très bien. Alors, rapidement, avant d'écouter Ben Yassi
et Émeric Torrion. Alfred a évoqué rapidement donc, le coup d'État qui a été perpétré en septembre 2021, 5 septembre 2021 exactement, contre le président Alpha Condé. Juste, voilà, est-ce que depuis, le RPG, votre parti, a quand même fait son examen de conscience? Parce que ce coup d'État n'est pas non plus, je veux dire, arrivé comme ça, je dirais, du néant. C'est un coup d'État qui était consécutif à une situation de crise qui durait depuis quelques années et plus fortement depuis la modification de la Constitution qui avait permis à Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Est-ce que depuis ce temps-là, le RPG a fait son examen de conscience ou pas? Enfin, à notre époque, on disait autocritique. Alors, on va dire autocritique. Oui, bon. Une exploration personnelle, je sais pas. Oui, bon. Une introspection. Oui, bon. Permettez-moi quand même de revenir juste un tout petit peu sur certains des propos d'Alfred par rapport aux raisons du coup d'État et par rapport au silence de la communauté internationale. Parce qu'on parle de 3e mandat en Guinée. C'est comme s'il n'y a que la Guinée qui a fait Non, mais regardez, quand vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire et que Alassane Ouattara... C'est parce que d'autres l'ont fait qu'il faut forcément absoudre la Guinée et Alpha Condé. Je suis d'accord avec vous, mais le cas de la Guinée était spécifique. Je ne dis pas que le 3e mandat était forcément une bonne chose, mais je veux dire que ce n'est pas la raison. Est-ce que vous admettez que vous avez commis une erreur politique? Une faute politique et historique? Non, ce n'était pas une faute politique. Dans ce contexte où on était, il fallait qu'Alpha Condé continue. Ça, moi, je reste convaincu de ça et ma fidélité reste telle qu'elle est. Puisque de toute façon, je suis un démocrate. Et la démocratie... C'est le militant. La démocratie, c'est que d'autres pensaient autrement que vous. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est même l'essence même de la démocratie qui est comment dirais-je, des opinions contraires, contrairement à ce qu'on entend. Un 3e mandat qui était chrysogène et qui a quand même entraîné, je dirais, une crise majeure avec beaucoup de violence et avec beaucoup de violence et quand même une comptabilité de victimes. En fait, ça a été amplifié par les médias. La vérité, c'est qu'il y avait effectivement, comment dirais, des manifestations, des trucs qui ne se passaient qu'à Conakry. Je vous rappelle que la Guinée... On ne va pas refaire l'histoire. La Guinée compte 246 000 km² et l'immense majorité de la Guinée était plus pour Alpha Condé. Donc aujourd'hui, nous en avons beaucoup parlé à l'époque, vous le savez très bien. Oui, non, je me rappelle très bien, effectivement. C'était quand même 10 années de crise larvée. Oui, mais malheureusement aujourd'hui, les Guinéens regrettent beaucoup Alpha Condé et beaucoup ont commencé à, comment dire... Alfred a dit non. L'UFDG, est-ce que l'UFDG... Il n'y a pas un sondage pour le dernier. Est-ce que l'UFDG regrette? Alfred, ça fait l'écho d'une opinion contraire. Non, pas que l'UFDG, oui, le FNDC. La preuve aujourd'hui et les autres. La preuve aujourd'hui, la seule, en tout cas, entité qui fait peur, ou le seul personnage qui fait peur aujourd'hui à Mamadi Doumbouya, c'est Alpha Condé. Il suffit juste qu'il poste un message. Pourquoi il lui fait peur? C'est parce que les gens l'ont réclamé et les gens lui sont restés fidèles jusqu'à présand. La Guinée a tellement reculé. Les gens du RPG. Non, je parle du peuple de Guinée. Je ne parle pas des gens du RPG. Vous n'avez pas tourné la page alors? Non, la page... Pour écrire autre chose, une autre histoire. Non, on a fait notre autocritique et comme vous l'avez dit, effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans la gestion, notamment le fait, par exemple, que le professeur a fait confiance à des gens en qui il ne devait pas avoir confiance. Il n'a pas pris la menace suffisamment au sérieux. Parce que quand vous allez à Abidjan, vous dites la menace extérieure surtout, puisque Mamadi Doumbouya, son coup a réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances impérialistes qui sont derrière et qui ont fait en sorte que le coup... Quelle puissance impérialiste? Je ne dis le nom d'aucune puissance. C'est le discours qui marche aujourd'hui. Quand vous allez à Abidjan et que vous dites que l'Afrique doit couper le cordon ombilical et que vous commencez à vous rapprocher à des partenaires comme la Turquie, la Chine, et que vous ne preniez pas suffisamment soin de votre garde, là, c'est une erreur. Là, je suis d'accord sur ça. Mais aujourd'hui, les Guinéens ont largement regretté, en tout cas. Ça, c'est vous qui le dites, on ne va pas non plus. Émeric. Non, on ne fera pas le procès de Alpha Condé, sinon on aura beaucoup de choses à dire. Il s'agit aujourd'hui de Mamadi Doumbouya qui, pendant un certain temps, a nourri un certain espoir, puisque quand il a fait son putsch, on a vu les manifestations, l'effervescence populaire qui l'a accompagné. Les promesses qui sont suivies avec je ne me présenterai pas pour une élection, il y aura les élections dans 2 ans, on rendra le pouvoir aux civils. Il ne resterait pas une minute de plus à la fin de la transition. Exactement, mais méthodiquement, il a mis un système en place pour pouvoir d'abord
annuler la charte de la transition, faire voter une constitution pour en quelque sorte se dire j'avais donné ma promesse en me basant sur la charte de la transition. Aujourd'hui, il y a une nouvelle constitution qui entérine ou qui autorise que des indépendants puissent se porter candidat. D'ailleurs, il a été candidat en tant qu'indépendant. Et il s'est arrangé à émietter les partis, à évincer les partis. Aujourd'hui, le parti de Dalam Diallo, si d'ici mai, il n'y a pas un congrès, le parti sera complètement dissous. Mais ça dure depuis longtemps, ça fait plus d'1 an. Hein. Et le RPG et l'UFDG, on leur a toujours donné 3 mois, mais 3 mois indéfinis. Bien sûr. Et quand on voit la situation aujourd'hui, il est président démocratiquement, on va le dire comme ça, élu. Il faut beaucoup plus regarder à l'avenir. Quels sont les défis que Mamadi Doumbouya doit relever pour que la Guinée se porte bien? Il y a cette mine de Simandou qui aujourd'hui attire les regards. Et il va falloir se porter là-dessus, construire un modèle économique autour des minerais de la Guinée. C'est vrai qu'il y a eu un certain réforme dans le secteur minier qui a permis à l'État d'engranger des ressources et qui est à l'actif de Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Mais cette Guinée, en l'état où il y a des libertés qui sont touchées, où la démocratie en quelque sorte n'est pas respectée dans une large mesure, il faut se poser la question, quel sera l'avenir avec ce dirigeant qui s'est donné une certaine blancheur en quelque sorte aux yeux du monde en passant par les élections. En Afrique aujourd'hui, on a les militaires putschistes qui décident de brandir souveraineté et lutte contre l'impérialisme pour rester. Il y a ceux qui décident de se donner un blanc-seing en passant par les élections, puisque c'est aujourd'hui la carte qui sanctifie le diable. C'est le certificat de virginité. Exactement. Et on regarde, on doit tous regarder aujourd'hui Mamadi Doumbouya pour voir dans quelques mois, quelles sont les actions qu'il posera et qui nous permettront de juger de qui ou quelle couleur il veut donner à la gouvernance actuelle. Mais bon, on est prudent et on regarde fait. Ben Yayassi. Oui, le général a été très subtil dans sa démarche depuis sa prise de pouvoir. La transition de 2 ans a été respectée, mais il a eu l'intelligence de changer la Constitution. En changeant la Constitution et surtout en introduisant cette phrase ou bien ce jeu de mots qui n'est pas anodin, la candidature indépendante, et il s'y est engouffré et il n'a pas battu campagne parce que la situation ne l'exigeait pas. On a juste constaté que les 3 derniers mois ou bien les 4 derniers mois, c'est un changement vestimentaire qui a été opéré. Il est passé du treillis camouflé à des habits traditionnels, les costumes, grands boubous, comme on le dit. Et il est arrivé... Vous avez le sens du détail. On observe. N'est-ce pas? Et il est arrivé à sa fin. Maintenant, parallèlement à ça, il a un fusible qui joue parfaitement son jeu, Bahouri, comme Premier ministre. Oui. Et également, la question... Ancien de l'UFDG. N'est-ce pas? Il a su jouer sur les divisions en interne. Les anciens alliés et ennemis d'Alpha Condé, il a su les utiliser les uns et les autres. Et la question de Simandou, il a pu renégocier les choses en imputant la faute à l'ancien régime. Maintenant, dans son allocution, il a repris un terme qui est en vogue présentement, une Guinée avec une souveraineté politique et économique. C'est là où on l'attend, parce que quand on fait une projection sur le plan économique, actuellement, 52% de la population vit sous le seuil de la pauvreté qui est de 3,10 €. Contrairement à l'année 2021, c'est une année d'arrivée au pouvoir, où c'était 42% de la population. Donc c'est à ce niveau qu'il est attendu. Et
les prochains mois... Il a attendu sur les libertés aussi, quand même. Les libertés publiques, les libertés fondamentales. C'est vrai que ça va de soi. Ça va de soi parce qu'il il gère le pays d'une main de fer, quand même. Ah oui. Permettez-moi quand même juste de clarifier un point, parce qu'on insiste sur Simandou. Oui. Si vous voyez la subtilité et la perversité, en tout cas, de ce régime-là, Oui. le projet s'appelle officiellement Simandou 2040. C'est-à-dire que dès le début, ils ont prévu de faire des élections en 2026 et de faire 2 mandats, 14 ans, pour arriver à 2040. Ça, c'est un. La deuxième chose, vous dites qu'il a renégocié beaucoup les contrats miniers. Je ne pense pas qu'il ait négocié quoi que ce soit. Je vous mets au défi de me montrer une copie du contrat, en tout cas de Simandou, qui a été négocié par Mamadi Doumbouya. Parce qu'ils ont dit publiquement qu'il y a 15%, en tout cas, qui revient à la Guinée. Personne n'a vu ce contrat, contrairement à ce qu'exige la Constitution. La vérité, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites de façon louche et personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Le contrat n'a été négocié que précédemment par Alpha Condé, notamment lors de son procès avec Bénice Ténez. Et quand on leur a posé la question de rendre le contrat public, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas le rendre public. Vous savez, ironiquement, parce que le contrat ferait 14 km de longueur. Alors on va conclure cette... vous voulez peut-être oui, c'est juste je vais conclure en disant que, bon voilà, quel que soit ce qui a été fait, que ce soit Simandou 2026 ou Simandou 2024, le général Mamadi Doumbouya est parvenu à retourner l'opinion comme quoi qu'il y avait un surplace avec le régime d'Alpha Condé et que c'est lui qui a débloqué la situation. Et c'est ce que retient l'opinion. C'est ce que retient l'opinion, oui, bien sûr. Alors, on va finir avec, évidemment, l'avenir du RPG. La ville de Cancan, qui a été, voilà, le bastion traditionnel du RPG, même d'Alpha Condé. Bon, aujourd'hui, cette ville semble acquise quand même à Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, le siège du RPG est fermé à Cancan. Et depuis la suspension de votre parti, depuis mai dernier. Et votre parti pourrait même perdre bientôt son statut juridique. Est-ce que le RPG est en train de disparaître? Est-ce que tout est fait pour cela? Oui, tout est en train d'être fait pour ça, mais sauf que ça ne se fera jamais. Le RPG a traversé des périodes beaucoup plus difficiles. Enfin, les militants quittent le bateau quand même. Hein. Non, mais... Beaucoup ont rejoint aujourd'hui le CNRD, c'est la dénomination de la junte. Non, bon, vous savez, il y a le RPG, il y a le RPG arc-en-ciel. On avait beaucoup d'allers-retours. C'est vrai que la conjoncture fait que certains militants, comment dirais-je, on changé leur vie. Ça a toujours été comme ça. Quand Lansana Conté était là avec le PIP, quand Alpha était venu. Donc, il y a eu toujours eu cette transhumance politique. Vous parlez du cas spécifique de Cancan. Cancan, déjà, c'est la ville natale de Mamadi Doumbouya. C'est ça. Donc, il est là. Mais ça ne veut pas dire que Cancan a basculé dans le camp de Mamadi Doumbouya. Si vous savez toutes les difficultés... Moi qui suis en train de vous parler, je suis de Cancan. Je vous pose la question. Si vous savez toutes les difficultés... Vous êtes de Cancan, vous aussi? Oui. Si vous savez toute la difficulté... Si vous savez toute la difficulté que Mamadi Doumbouya, comment dirais-je, a eu pour faire en sorte que Cancan soit calme comme ça. Je parle de calme, pas adhérer à ses idées. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont à Cancan, qui sont de la Haute-Guinée en général, parce qu'il n'y a pas que Cancan, c'est la Haute-Guinée qui était principalement le bastion du RPG. Même hier, il y avait des manifestations à Sigiri. Sigiri était la capitale du RPG. Même hier, il y avait des manifestations. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on fait croire, le RPG reste très très fort dans tous les partis politiques d'ailleurs, y compris l'UFDG, chacun dans son bastion. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une militarisation du pays, il y a une volonté qui est imposée, les gens ne peuvent pas sortir, les gens ne peuvent pas, en tout cas, manifester. Et bien, du coup, les gens ont préféré rester tranquilles. Mais sinon, le coordinateur du RPG à Cancan, Souri Sadon, est très actif. Le RPG continue à fonctionner. Le siège est fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gendarmes et des militaires qui ont débarqué, pas qu'à Cancan, dans toutes les autres préfectures, y compris le siège à Conakry, à Gbessia. Voilà. Mais le RPG a traversé des périodes beaucoup plus difficiles que ça. Le RPG, c'est quand même 40 années de lutte politique avant d'arriver au pouvoir. Donc le RPG, c'est un parti qui a traversé toutes les réprimandes du régime Lansana Conté. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, effectivement, peut faire en sorte que le RPG se calme pendant un certain temps, mais il ne pourra jamais ni finir avec le RPG, ni finir avec l'UFDG, ni finir avec aucun grand parti politique guinéen. Est-ce que vous, les gens de votre génération, peuvent assurer la relève désormais et, je dirais, construire une nouvelle vie pour le RPG pour les décennies à venir?
Oui, bon, bien sûr, c'est pour ça qu'on milite aujourd'hui, si on est dans ce parti. Et si vous voyez aujourd'hui que moi, je reste toujours fidèle aux idéaux du professeur Alpha Condé, c'est parce que dans le RPG, justement, on travaille pour faire en sorte que le RPG soit un parti historique. Quand vous voyez toutes les victimes qu'il y a eu au temps du RPG, ce parti-là ne peut pas finir comme cela. Donc, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte, effectivement, qu'il y ait une succession générationnelle. Et donc, le président lui-même, il est en train de travailler dans ce sens-là. Donc, le RPG, effectivement, a une jeunesse assez riche et assez forte. Nous nous inscrivons donc dans la dynamique du professeur Alpha Condé. Et contrairement à tout tous les reproches qui nous sont faits aujourd'hui, pourquoi vous ne faites pas ça pour... Non, non, nous, on a un leader qui est là, un leader historique qui est là, qui est le professeur Alpha Condé. Donc, le jour où il ne voudra plus être président de ce parti, on organisera un congrès et on aura un leader très jeune, plus jeune que Mamadi Doumbouya. C'est inquiétant. Hein. C'est inquiétant quand même de dire que la volonté d'Alpha Condé de partir et donc on organisera un congrès. C'est dangereux. Non, les jeunes doivent se caractériser par l'audace. Mais par l'audace. On a de l'audace, c'est ce qui caractérise le RPG. Et quand j'ai dit la volonté d'Alpha Condé, cela ne veut pas dire forcément qu'il fera comme certains autres qui meurent. Alpha Condé a mis du temps. Alpha Condé a mis du temps à comprendre. Et pourtant, il parlait très bien au niveau de l'Union africaine, de la force de la jeunesse africaine, comme une bombe pour l'Afrique et qu'il fallait la promouvoir. C'est ce qui a caractérisé d'ailleurs son mandat. La jeunesse et les femmes. Oui, mais ce qu'il n'a pas fait pour le RPG. Hein. Non, mais pour le moment, puisque, vous ne jurez que... non, mais ce que vous oubliez peut-être, ça, ce n'est pas propre qu'à la Guinée. Non, là, on parle de RPG. Non, mais ce que je dis, ce n'est même pas propre qu'à la Guinée. Les luttes de succession dans les grands partis politiques sont difficiles. Des gens comme Nelson Mandela qui ont su organiser leur parti et qui s'en sont sortis, c'est pas forcément la même chose partout. Donc, dans tous les grands partis politiques, la succession doit être organisée de façon, en tout cas, docile. Parce que ce que vous dites là, c'est propre à l'UFDG, c'est propre au parti de Sidi Touré, c'est propre à tous les autres partis. Voilà. C'est inquiétant parce que là, si on dit que la succession doit se faire de manière docile, ça veut dire qu'on met en parenthèse les mécanismes de la démocratie interne. Ça. Non. Docile veut dire respecter le statut et les règlements intérieurs du parti. Oui. Mais le statut et les règlements intérieurs, c'est les mécanismes de la démocratie. Justement, quand il y a eu le coup d'État au sein du RPG, il y a eu plusieurs velléités d'anciens ministres, par exemple, qui ont voulu tout de suite commander. Et ça crée d'ailleurs des problèmes. Il a fallu que Alpha Condé revienne pour reprendre la main et pour faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait de l'ordre. Et c'est ce qui va se passer pour qu'il y ait, en tout cas, une succession si cela doit être fait. Mais pour le moment... C'est lui. Voilà. Le président du parti reste Alpha Condé. Et c'est la démocratie qui veut ça. Comment bâtit l'avenir d'un parti autour d'un homme qui ne peut plus être président porté à la magistrature suprême? Il faut également raisonner en se basant là-dessus. C'est une bonne question. S'il prône la jeunesse et qu'il a déjà un certain âge, normalement... Il a raison, il pose une bonne question, sauf qu'il part d'hypothèses fallacieuses. Je lui dis pourquoi. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'Alpha Condé ne peut pas être candidat du parti? Qu'est-ce qui vous fait croire? Il a 90 ans, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous connaissez son état de santé? Parce qu'il y a une constitution aujourd'hui. La constitution dit quoi? Non, mais ce n'est même pas ça. Qu'est-ce que la Constitution dit? Vous savez ce qui peut se passer demain à la République de Guinée? Donc voilà. Donc aujourd'hui, il peut y avoir un coup d'État qui remet Alpha Condé sur la sellette. Non, on ne parle pas de coup d'État. Ce dont on reste convaincu... Alpha Condé a même souhaité un coup d'État dans l'une de ses déclarations récentes, il y a quelques semaines. C'est ça. C'est possible, mais nous... Ce qui était très surprenant quand même, de la part de démocrates déclarés. Je ne crois pas qu'il ait souhaité ça. Il a demandé à l'armée républicaine de prendre ses responsabilités. Non, ça ne veut pas forcément tout dire. Quand vous avez quelqu'un qui vient s'imposer, vous ne savez pas ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'armée guinéenne. Il y a une milice parallèle. Je ne sais pas si vous avez cette information. Il y a une milice qu'on appelle les forces spéciales, qui sont au-dessus de l'armée guinéenne. Non, ce n'est pas une milice. Non, entre guillemets, c'est une milice. C'est une création d'Alpha Condé. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que le pays revienne dans le concert des nations démocratiques. Et une fois que la Guinée reviendra dans le concert des nations démocratiques, le jeu sera réparti de façon beaucoup plus ouverte, équitable entre tous les différents partis politiques. Et aujourd'hui, Alpha Condé est à la tête de son parti. Donc, qu'est-ce qui l'empêche? On reviendra avec vous, Karamoun Abbé, certainement, les prochaines semaines, sur l'actualité de la Guinée. Bonne chance aux Guinéens, en tout cas. Merci beaucoup, merci.